10 ans que le mouvement MeToo a déferlé sur le monde, la libération de la parole sur la réalité des violences sexistes et sexuelles dans tous les milieux, dans tous les domaines, politique, sport, musique, cinéma, cuisine. Et pourtant, aujourd'hui encore, on parle d'omerta dans la dernière affaire qui frappe le showbiz. C'est celle de Patrick Bruel, le chanteur de 67 ans, visé par une dizaine de plaintes pour violences sexuelles. Une trentaine de femmes ont témoigné environ. Regardez cette enquête sur franceinfo.fr. Comment le silence a perduré autour du comportement de Patrick Bruel. C'est le titre de cette enquête et c'est vous qui l'a signée, Juliette Campion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste donc à franceinfo.fr. Vous allez nous raconter les témoignages que vous avez pu recevoir de différentes personnes qui ont gravité autour du chanteur ces dernières décennies. Bonjour Joseph Agostini. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes psychologue, clinicien et psychanalyste. Vous allez nous expliquer le principe aussi de ce sentiment peut-être de surpuissance, d'impunité également qui peut y avoir envers ce genre de personnalité très connue et adulée. Et bonjour Audrey Goutard. Bonjour. Spécialiste des questions de société pour France Info. Vous nous éclairez aussi de votre expertise sur ce genre de sujet très régulièrement. Rappelons d'abord que Patrick Bruel donc est présumé innocent, qu'il conteste les accusations qui pèsent contre lui. Ceci étant dit, Juliette, vous avez donc recueilli des témoignages qui en disent long sur l'ambiance autour du chanteur et notamment ceux de 2 personnes qui ont travaillé sur les dernières tournées du chanteur. Effectivement. En fait, ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de comprendre pour franceinfo.fr comment cette omerta a pu durer aussi longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Patrick Bruel a 67 ans et ce qu'on constate, c'est que les toutes premières accusations de violence sexuelle remontent à 1991. C'est Flavie Flament qui dénonce un viol cette année-là. Et donc, j'ai voulu essayer de comprendre et d'avoir un maximum de personnes sur ce sujet-là. C'était pas chose aisée parce que, par exemple, au niveau des célébrités, des personnalités, on sent qu'elles ne se bousculent pas forcément pour répondre aux questions. J'ai essayé de contacter énormément de personnes et c'était pas évident d'avoir des retours. Beaucoup souhaitent encore parler sous le sceau de l'anonymat, ont extrêmement peur qu'on les reconnaisse. Et puis d'autres, des personnes qui ont travaillé sur sa tournée, sur les spectacles des Enfoirés, ont accepté de me répondre en garantissant évidemment qu'ils ne puissent pas être reconnus. Et ce qu'il vous raconte, c'est surtout des mises en garde qui circulaient au sein des équipes de production pour prévenir les femmes qui allaient travailler du comportement du chanteur. On va voir par exemple ce que vous dit cette ancienne professeure de la Star Academy. Les gens qui disent tomber des nues sont des menteurs. Tout le métier est au courant depuis toujours qu'il a un problème avec les femmes. Elle raconte notamment qu'on disait aux femmes surtout de ne pas se retrouver seules dans l'ascenseur avec lui. C'est ça. Et ça, c'est des consignes qui semblent avoir été passées très, très largement. C'est pas juste des bruits de couloir, des on-dit, des rumeurs. C'était, d'après en tout cas la personne aussi avec qui j'ai pu échanger, qui travaillait sur la dernière tournée de Bruel en 2024, des consignes qui étaient données de la part de la production. On avait clairement dit... C'était assumé. C'était assumé et c'était soi-disant une manière un peu de prendre des précautions par rapport aux accusations des masseuses, des toutes premières accusations de 2019 qui avaient été ensuite classées sans suite par le parquet de Nanterre. C'était, ce qu'on leur disait, ce qu'on leur expliquait, c'était comme il y a eu des accusations, on préfère faire attention, un peu comme un principe de précaution finalement. Sauf que lui, il trouve qu'il y a une certaine hypocrisie là-dedans. Ce qu'il me disait... Parce que c'est accepté. C'est accepté, on accepte qu'il continue à faire ses concerts, on prend quelques précautions, mais pour autant, Patrick Bruel continue à travailler comme si de rien n'était. On est étonné, vous le disiez dès le départ, de la durée, évidemment, de ces agissements, des décennies. On parle de décennies MeToo, c'était il y a 10 ans. Audrey, comment on en est encore là aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, c'est... Parce que la société, finalement, a très peu changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend la parole des femmes, on en parle sur les plateaux. Il y a 15 ans, personne n'aurait eu cette discussion que nous avons là sur un plateau. Donc, on en parle. On l'exprime, des gens courageux l'expriment, et je précise courageux. Et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose parce que du côté de la justice, vous l'avez vu, on le voit, que ce soit Gérard Depardieu, que ce soit Patrick Bruel, que ce soit PPDA, on voit bien que la justice met un temps fou à avancer. Donc il y a un décalage, si vous voulez, entre... ce respect pour la parole de certaines femmes ou de certains hommes, je rappelle quand même qu'il y a des agressions sexuelles aussi commises contre les hommes, eh bien, il y a cette parole qui se libère, comme on le dit aujourd'hui, et puis d'un autre côté, il y a des institutions qui ne suivent pas concrètement. Il y a des paroles politiques, mais lorsqu'on demande à la justice d'agir, lorsqu'on demande à la police d'entendre, lorsqu'on demande finalement à ceux qui ont le pouvoir de sanctionner ou au moins d'organiser un procès, d'agir, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, c'est très lent. C'est vrai, PPDA qui est visé par 2 nouvelles plaintes, on l'a su il y a quelques heures. Joseph Agostini, il y a peut-être quelque chose qui a évolué, c'est le vocabulaire. Et vous allez en parler aussi avec nous, Juliette Campion, dans les témoignages. Le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, ce genre de personnalité, de comportement
comportement inapproprié envers les jeunes femmes notamment. C'était taxé de lourdeur finalement, de quelqu'un, d'un séducteur, d'un playboy. Lourdingues. Exactement, des lourdingues, des personnes un peu ingérables en société. Et aujourd'hui, on parle d'agresseurs, d'harceleurs, de prédateurs parfois. Et là, ça en dit long aussi sur la suite. Oui, ça en dit long aussi sur notre changement de paradigme. Vous savez, tout est question de code. Et à l'époque, on considérait, pour la faire simple, que la télévision, les médias, c'était souvent des personnalités très narcissiques, qu'il ne fallait pas se voiler la face, que c'était des masculinités, effectivement, très dominantes, et qu'en réalité, il fallait les supporter. Et il y avait aussi un privilège à travailler dans ces milieux-là. Donc, les petites mains devaient la boucler, dans la mesure où, effectivement, faire dans le système, faire partie... C'est accepter c'est, ce genre de blague ou ce genre de comportement. Voilà, tout à fait. C'est soutenir l'histoire du système. Et l'histoire du système ne se fait pas sans ces personnalités narcissiques et très dominantes. Donc en réalité, on leur doit bien une forme d'allégeance. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a quelque chose de lourdingue, il y avait déjà quelque chose à ce niveau-là, mais plutôt dans le registre de l'indulgence. C'est-à-dire, voilà, on pouvait tolérer cela, on pouvait tolérer leur part obscure, parce qu'elles apportaient énormément au système. Parce qu'on se souvient de l'expression de Catherine Deneuve au début de MeToo, elle disait le droit d'importuner, je défends le droit d'importuner. Aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être générationnel, mais ce n'est pas le terme qu'on utiliserait. Mais oui, mais alors il ne faut pas oublier de dire que déjà à cette époque, il y avait des femmes très fortes dans ce milieu-là, et notamment à la production, à la programmation de TF1, on parlait de PPDA, des femmes qui n'avaient pas de problème avec cela. Pourquoi ? Parce que c'était des femmes phalliques, c'était aussi des femmes qui avaient une poigne de fer. On parle des petites mains, on parle des assistantes dans les ascenseurs, on parle des stagiaires importunés. Des maquilleuses, beaucoup, les masseuses pour Patrick Bruel dès 2019. Absolument, et qu'on pouvait, vous savez, qu'on pouvait épingler aussi, parce que c'est facile de faire une réputation des petites mains, c'est beaucoup plus difficile de toucher effectivement des poids lourds, du divertissement ou de l'information. Donc en réalité, quand Catherine Deneuve dit cela, elle parle en tant que femme forte, femme de pouvoir. Elle ne parle pas en tant que petite. Oui, effectivement, les actrices, on a vu Fanny Ardant défendre Gérard Depardieu et tout le monde disait effectivement, elle peut à son poste se permettre de prendre la parole. On va revenir sur le cas de Flavie Flament, qui est une des seules à l'avoir fait dans cette affaire qui nous occupe, celle de Patrick Bruel. Mais vous avez parlé dans votre enquête, Juliette, de ce post Instagram d'Andrea Bescon qui dénonce les violences sexistes et sexuelles sur les femmes, sur les enfants. Il y a eu les commentaires sous ce post de certaines personnalités. Elles sont peu à avoir pris la parole, mais elles sont quelques-unes. Oui, elles sont quelques-unes. C'était au tout début. Voilà, il y a eu un post de Andrea Bescon qui a l'habitude, cette comédienne, de prendre la parole sur les violences sexistes et sexuelles. Et donc, il y a eu quelques premiers commentaires. On a senti que la parole s'ouvrait un peu du côté des personnalités, des célébrités, donc d'Alexandra Lamy, de sa fille Chloé Joannet, de l'ex-Miss France aussi Valérie Bey, qui a dit « moi j'ai vu, je les crois ». Mais voilà, c'est vraiment assez peu de femmes finalement qui se sont exprimées, et aussi des personnes qu'on entend déjà beaucoup sur ces sujets, notamment Lio, la chanteuse Lio. On sait qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui a eu le courage de dénoncer des faits de viol, notamment à Visan, quand elle était petite, qui est vraiment connue pour parler là-dessus, qui a dit « mais Bruel, bien sûr, on savait, tout le monde savait que c'était un gros dégueulasse, etc. Faut qu'il aille se faire soigner », a-t-elle même dit. Sur le plateau de nos confrères de C'est à vous. Exactement. Mais voilà, elles sont pas très nombreuses. Et alors, finalement, dernièrement, il y a quand même Zazie qui a fini par aussi prendre la parole sur le sujet. Mais au sein des Enfoirés, il n'y a pas grand monde finalement qui s'est exprimé à part elle, quoi. Sophie Truchot, vous êtes avec nous à distance également. Bonjour à vous, cofondatrice du cabinet de conseil La Fusée. Est-ce que vous êtes étonnée, effectivement, de la difficulté pour les personnalités de s'emparer de ce sujet avec Patrick Bruel, qu'ils ont plus ou moins tous fréquenté à un moment ou à un autre pendant ces dernières décennies ? Effectivement, en fait, je pense que ce qui est intéressant, ce que disait Monsieur Agostino aussi, c'est cette notion de rapport de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que le sexisme, et d'ailleurs comme d'autres mécanismes de discrimination, comme le racisme, fonctionne encore, y compris après MeToo, c'est qu'on est beaucoup plus prêt à croire une personne qu'on respecte, qu'on admire, une personne aussi en position de pouvoir, qu'une personne qui se trouve en position de faiblesse, ou en tout cas vue comme en position de faiblesse, et qui par ailleurs n'est pas à un poste de responsabilité. C'est tout ce qu'on entend sur Monsieur Bruel, Monsieur Arbitan, Patrick Poivre d'Arvor et d'autres.
On ne l'entend pas du tout quand il y a des accusations dans des organisations, que ce soit des entreprises et associations ou que ce soit des commerces. Par exemple, s'ils étaient vendeurs chez Jiffy ou chez Boulanger, on ne les soutiendrait pas. Et une personne qui travaille dans une entreprise et qui a 36 accusations, tant de témoignages de viol et 12 plaintes, non 5 pour viol, voilà, seraient suspendus de leur fonction immédiatement. C'est aussi parce qu'ils échappent aussi au droit du travail. Normalement, il y a une obligation de protéger ses salariés, ses équipes. On ne laisserait pas une personne, en tout cas de moins en moins aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de changer, mais des personnes en situation de faire du mal dans des organisations à partir du moment où il y a eu des signalements. Sans signalement, c'est plus compliqué. Donc il y a cette notion de rapport de pouvoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on se concentre toujours sur la personne qui agresse. Et notamment, c'était le travail de Mme Pellicot d'insister sur le fait que c'était elle qu'elle voulait... Enfin, elle souhaitait être au centre, entre guillemets, pour que toute l'attention ne soit pas tournée sur Monsieur Pellicot. Il y a cette notion de le monstre versus l'homme normal, cette notion de est-ce que lui est vraiment un agresseur, est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne, est-ce que c'est pas elle. Mais en fait, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est les dommages qu'il fait. Monsieur Bruel, il y a des centaines de femmes dans plusieurs pays qui s'organisent pour ne pas être seules avec lui. Dans quel monde des centaines de femmes doivent s'organiser, doivent être protégées par des collègues contre un homme, un seul homme? C'est pas possible, en fait. Et donc ça, effectivement, il faut que ça change. Et c'est un changement de mentalité un petit peu long. Et on le voit bien, effectivement, Audrey. Et le terme est utilisé, les mentalités. On a des mentalités aujourd'hui en France qui ont du mal à admettre finalement qu'une star puisse commettre ce type de fait, une star adulée, sympathique. Pourquoi ? Parce qu'on se Patrick dit, il y a Bruel. cet argument toujours, il n'a pas besoin de ça. Alors, il y a cet argument, il n'y a pas besoin de ça. Et pour que cet argument soit enfin entendu, et c'est ce que je trouve terrible, c'est qu'il faut qu'une femme puissante porte plainte. Donc, c'était en mars. Daniela Esner, la patronne présidente de l'Association des professionnels du cinéma d'Unifrance. Il a fallu que cette femme-là porte plainte. Il faut que Flavie Flament, personnalité aimée aussi des Français, si on devait regarder lequel est le plus aimé, il y a Flavie Flament, qui est au même niveau que Patrick Bruel, son agresseur supposé, enfin celui en tout cas qu'elle accuse. Bref, il faut que des femmes puissantes portent la parole pour qu'effectivement les autres soient entendus. Et puis, il faut que tout à coup, il y ait tellement de témoignages de femmes qui ne se connaissent pas. Que ça déborde, et que là, il faille y aller. Non, mais surtout qu'elles racontent la même chose, qu'elles aient le même récit. Le même procédé. À chaque fois, c'est le même récit. Un homme qui souhaite, à un moment donné, s'attaquer à des femmes qui lui résistent. En tout cas, ce sont les accusations qui sont proférées contre M. Bruel. Je rappelle que lui nie totalement les faits. Avec une vraie volonté de domination, en tout cas, puisque ce sont les femmes qui lui résistent, autant de femmes qui dans les racontent la témoignages. même chose alors qu'elles ne se connaissent pas. Le cas de Flavie Flament, il est intéressant, Juliette, parce qu'effectivement, Flavie Flament, elle avait témoigné sous anonymat auprès de nos confrères de Mediapart dans les tout premiers témoignages. Elle s'était fait appeler Eva, je crois. En tout cas, elle n'a pas souhaité témoigner publiquement avant plusieurs mois. Donc même pour elle, qui est plutôt riche et célèbre, c'est des clichés, mais c'est le cas par rapport aux autres, même elle a eu peur de parler. Oui, elle a eu peur de parler. Elle a mis manifestement, il y a eu quelques jours entre son premier témoignage sous le pseudonyme Eva et le moment où, ça y est, elle s'est dit, on y va, la photo, on se met en avant et je parle en mon nom, parce que c'est difficile, parce que Patrick Bruel, on disait, il y a une évolution des mentalités qui doit se faire, mais parce que c'est quelqu'un de puissant, avec un réseau aussi autour de lui, avec énormément d'emplois aussi qui dépendent de lui. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup souligné dans l'enquête. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous disent, mais Patrick Bruel, sur une tournée, c'est 100 à 200 emplois. C'est énormément de techniciens, de musiciens. Il y a plein de gens qui dépendent de lui. Et on me confiait hier encore au téléphone, il y a des musiciens qui se retrouvent sur le carreau pour les prochains mois, peut-être même les prochaines années, parce qu'il a avec l'annulation de ces deux tournées. Sa tournée. Voilà, donc la pression, elle vient aussi de là, de tout le système Bruel, en fait, de toutes les personnes qui dépendent de lui. Du coup, effectivement, les mécanismes de l'omerta, la crainte des représailles professionnelles, d'être blacklisté, de ne plus avoir de travail, la crainte aussi peut-être d'être l'artisan du chaos auprès d'une personne adulée pendant des années, de ne pas être crue. Oui, absolument. Et pendant longtemps, il y avait purement et simplement la honte d'avoir, à un moment donné, dit oui, ou la honte d'avoir été Ou de ne forcé. pas avoir su dire non, surtout. Il y a quelque chose quand même de ce registre-là dont on sort de plus en plus. Ça fait 10 ans, MeToo, effectivement. Il y a comme ça quelque chose de progressif. Mais je crois qu'il y a, avant toute chose, le stigmate. Vous
savez, la peur d'être stigmatisée, d'être vue comme celle la victime. celle qui a joué la victime avec Bruel. De se coller une étiquette. De se coller une étiquette. Et puis, comme Paris est tout petit, il y a aussi l'impossibilité d'en découdre ensuite. Il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes. Et il y a d'autres artistes à qui ça plaît pas de travailler avec des gens qui cherchent, pardonnez-moi l'expression, il y a cette idée que c'est difficile ensuite de soutenir sa réputation quand on a attaqué une star. Si je peux me permettre là-dessus, tout à fait. Il y a Florence Mendès, la comédienne belge qui a lancé le MeToo Stand-Up en 2024. Elle en parle très bien de ça. Elle dit il ne faut pas être celle qui fait des vagues parce que ça ne plaît pas, parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des personnes qui ont dénoncé, des personnes qui mettent le doigt sur les comportements problématiques. Et donc, ça peut coûter cher de dénoncer les personnes qui agissent ainsi. Tout à fait, d'autant plus que souvent, je vous rappelle que la majorité des plaintes sont classées sans suite, que les affaires traînent des années et des années. Donc, les femmes se disent à quoi bon ? À quoi bon tout ça ? À quoi bon faire comme celle qui a osé porter plainte ? Mais surtout, avant de revenir sur d'éventuelles d'autres déflagrations et sur effectivement une société qui est malgré tout patriarcale, on va voir ce que disait Nathalie, ancienne maquilleuse, qui fait partie des témoignages que vous avez récoltés. Juliette, toute la société était construite sur le pouvoir des hommes. J'étais une petite intermittente du spectacle, c'est ce que vous disiez. Je me suis dit, si tu veux continuer à bosser, il faut te taire. Évidemment que le fait aussi que les décisionnaires, que les grands patrons soient des hommes, ça joue dans ce genre de cas de figure. Exactement. Elle, à l'époque, Nathalie, on est en 96, donc son témoignage, il remonte sur le tournage de Nulle part ailleurs. Elle est petite maquilleuse, on lui demande de faire un remplacement de dernière minute. On lui dit, attention, tu vas maquiller Bruel. Elle ne comprend pas très bien, elle dit oui, d'accord, je ferai attention. On lui dit non, vraiment, fais attention, il a les mains baladeuses, je cite. Et elle est carrément arrivée dans un bleu de travail, noyée dans cet habit pour justement cacher ses formes. Cacher ses formes, exactement. Et elle lui dit attention, elle a un caractère bien trempé, Nathalie, je sais me défendre quand elle arrive. Et lui dit tout de suite, les femmes qui résistent, ça m'excite. En tout cas, c'est d'après ses propos, d'après son récit. Et il lui aurait lancé un regard très appuyé, très soutenu. Elle dit comme quand on regarde une glace qui arrive quand on a chaud. Et il la lâchait pas, d'après son récit. Et ça, c'est des récits qui se ressemblent, comme on disait tout à l'heure. Beaucoup de femmes qui disent, voilà, ce regard, je cite encore une fois, de prédateur, ce regard libidineux qui est énormément décrit, et notamment qui vise de très jeunes femmes, des jeunes majeurs, des jeunes stagiaires, encore une fois, des jeunes plutôt précaires. Sophie Truchot, évidemment, le milieu dans lequel on évolue compte. Les milieux que j'ai cités, la politique, le sport, la cuisine, sont des milieux essentiellement masculins, en tout cas dans les hautes sphères. Et donc, c'est plus propice à ce genre de comportement, à ce qu'il soit cautionné ou accepté d'une certaine manière. Tout à fait. Après, ce qui est intéressant sur la notion des milieux, c'est que pour travailler dans plein de milieux, et puis pour échanger avec des consoeurs, notamment Maître de Philippi Sabaté qui intervient de temps en temps sur vos plateaux, c'est qu'on pense que certains milieux d'ailleurs sont préservés. On a encore des gens qui nous disent oui, mais quand même dans ces milieux-là ou dans des milieux où il y a peut-être plus d'études, etc. Et en fait, c'est dans tous les milieux. Et ce qui est étonnant, c'est que plus les milieux sont prestigieux, on parle par exemple de l'enseignement supérieur ou de la médecine et notamment de chefs de service, dans la politique, comme vous le disiez, dans les métiers. En fait, plus il y a la capacité d'être dans une situation de pouvoir qui va donc favoriser une omerta. Et le fait qu'effectivement, les victimes choisies, c'est rarement la directrice financière d'une entreprise et c'est rarement une grande journaliste télé, mais c'est plutôt effectivement au début de la personne, quand elle est plus jeune, et c'est pas juste une question d'âge, parce que souvent on dit mais c'est parce que on entend des comportements, des commentaires assez machistes, ah oui, mais à ton âge ça t'arrive plus, ou c'est plutôt les jeunes femmes, mais c'est pas les jeunes femmes pour une question d'âge et d'apparence physique. C'est une jeune femme parce qu'on est moins à l'aise, on est moins en capacité de recadrer, et qu'à 20 ans, on n'est généralement pas dans la même situation professionnelle qu'à 50 ans. Et en fait, c'est aussi ça. Et donc, ces femmes, comme vous le disiez précédemment, qui sont dans des situations, le droit d'importuner, Catherine Deneuve, etc., Fanny Ardant, c'est aussi des femmes qui, aujourd'hui, ne seraient pas sujettes à ça, parce qu'elles ont une position très forte dans le milieu du cinéma, parce qu'elles sont en situation de pouvoir. Et donc, c'est ça qui est vraiment important, et qu'il faut déconstruire, c'est que c'est pas une pulsion de Patrick Bruel, c'est très réfléchi. Ce sont des personnes qui l'invitent chez lui, qu'il drogue, et ensuite qu'il viole, et dont il use les corps. On le rappelle quand même, il nie ces accusations, mais effectivement, il y a une trentaine de témoignages avec des procédés assez identiques à ce que vous venez de relater. Joseph Agostini, Bruel, la Bruelmania, les années 90, des femmes qui hurlent son nom, et évidemment, ce sentiment sur lequel on arrive, un sentiment de toute puissance et d'impunité.
Oui, mais je crois que ce qui serait intéressant aussi à penser dans tout ça, c'est la position active de la femme. Parce que la femme a une sexualité, a un désir, peut tout à fait entreprendre un homme et peut tout à fait avoir envie de lui, mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. C'est-à-dire que comment faisaient les femmes à cette époque pour être elles-mêmes, justement, actives et sujets de leur vie? Parce que finalement, on les dépeint toujours comme des victimes. Or, pas sûr que la stagiaire n'ait pas eu envie, justement, peut-être, qui sait, voilà, d'avoir eu une aventure. Pourquoi pas avec l'artiste? On peut aller plus loin. On peut se dire que ces femmes avaient étaient peut-être séduites par la personnalité de Bruel. Mais ça ne veut strictement, ça n'engage pas l'agression sexuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait approcher même la personne dans un ascenseur et lui faire du pied. Je vais très loin, mais c'est possible, sans attendre de la personne qu'elle se jette sur nous et qu'elle demande un rapport sexuel immédiat. Donc vous voyez bien l'amalgame là, à cette époque, et qui tend à diminuer, entre le désir sexuel et des femmes qui peuvent tout à fait être actives et entreprenantes, et le fait qu'elles soient attaquées, qu'elles soient objetisées, chosifiées par l'homme. Et là, vous touchez du doigt exactement toute la problématique qui se pose ensuite comme problématique judiciaire. Moi, j'appelle ça le syndrome de la jupe trop courte. Vous savez bien qu'on reproche toujours aux femmes de leur comportement. Comment vous étiez habillée Après tout, qu'est-ce que vous faisiez dans la rue avec une jupe trop courte Oui, qu'est-ce que vous lui avez dit aussi? Qu'est-ce que vous lui avez dit et quel message vous avez envoyé? Est-ce que dans le fond, vous n'avez pas eu envie d'envoyer ce message? Patrick Bruel, c'est ma star et j'ai envie de le rencontrer. PPDA, c'est mon idole et j'ai envie de le voir. Oui. Alors, on est là, on est au cœur du sujet en fait. Et on demande aujourd'hui à des enquêteurs, à des gendarmes débordés par les dossiers, on demande à des magistrats pas toujours formés et aussi eux-mêmes débordés qui gèrent les trucs au téléphone, d'avoir un point de vue là-dessus. Et ça, c'est comme ça que ça se termine par finalement parole contre parole, c'est pas matérialisé. Après tout, elle était dans l'ascenseur, après tout, elle était dans le bureau de PPDA, après tout, elle avait une jupe trop courte. Donc finalement, le plus simple, plutôt que de gérer une affaire et d'essayer de trouver toutes les nuances que vous évoquiez, eh bien, on préfère classer. Et c'est ce qui fait dire à Florence Mendes, l'humoriste que vous avez interrogé à ce propos, que s'il y avait le moindre avantage à dénoncer les agresseurs sexuels, les femmes n'attendraient pas aussi longtemps pour témoigner et elles seraient beaucoup plus nombreuses à parler. La question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que cette affaire, Patrick Bruel, elle amène d'autres révélations, d'autres déflagrations? Je l'ai répété plusieurs fois, mais on est 10 ans après MeToo. Une décennie, c'est long. Alors effectivement, pour faire évoluer les mentalités, ça prend encore plus de temps. Mais Sophie Truchot, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres déflagrations de la même manière, avec des témoignages sur des chanteurs qu'on n'avait pas vu venir, sur lesquels on n'avait eu aucune suspicion quand on n'est pas dans ces milieux-là? Oui, je pense qu'il y en aura d'autres et je pense qu'on est au début. Après, en fait, souvent, on a parlé de MeToo en disant c'est la libération de la parole. C'était plutôt la libération, ou en tout cas la volonté d'écouter, parce qu'en fait, il y avait toujours eu des témoignages. Simplement, et c'est Catherine Pancol qui en parle et qui livre un témoignage dans la grande librairie animée par Augustin Trapenard en disant qu'elle a été violée à l'âge de 12 ans par un de ses voisins qui a sonné, qui est rentré, qui l'a plaqué sur le lit et qui l'a violée, et que quand elle en a parlé à sa mère et à la mère du voisin, donc elle en a parlé, et on lui a dit « tu as cherché », et sa mère lui a demandé de s'excuser d'avoir dénoncé un viol parce qu'elle l'aurait cherché, et elle a dû s'excuser, elle a refusé d'ailleurs, je crois qu'elle le dit sur le plateau d'Augustin Trapenard. Donc c'est toujours effectivement cette chose de « est-ce que vous ne l'avez pas cherché ?» Mais en fait, ce qui moi m'hallucine dans cette manière de penser, mais qui est très répandue, donc on ne peut pas l'ignorer, c'est le fait de dire il y a une pensée, un désir, et ça finalement ça nous appartient, nos pensées, nos désirs, nos fantasmes, et il y a le fait de faire du mal à une autre personne, de s'approprier le corps d'autrui. C'est deux mécanismes quand même assez différents. C'est comme lorsqu'on mélange le fait de regarder ce que j'entends. Ouais. Voilà, c'est comme le fait souvent on dit ah oui mais il a regardé du porno. Alors on peut regarder des films pornographiques sans violer quelqu'un en fait. C'est deux choses différentes quand même. Franchement différentes. Je pense qu'il faut bien séparer le désir et le passage à l'acte. Oui, exactement. Mais ce qui est très étonnant dans notre société aujourd'hui, c'est qu'on demande aux femmes ce qu'on ne demande pas aux hommes. Imaginez un homme passionné de cuisine qui va dans la cuisine d'un grand chef et ce grand chef le plaque contre un mur et le viole. Est-ce que la justice, lorsque cet homme irait porter plainte, est-ce qu'on lui dirait « Ah ben, vous l'avez admiré. Est-ce que vous l'avez admiré dans le fond? Est-ce que vous n'aviez pas envie de vous faire violer par ce gars-là? Et en fait, cette misogynie quand même qui existe dans notre société, on est peut-être tous d'une certaine façon
imprégné de cela, eh bien, il y a un changement de mentalité à faire et le MeToo, en 10 ans, n'a pas réussi à provoquer cette culbute. En tout cas, c'est ce que démontre votre enquête, Juliette Campion. Merci à tous d'être venus pour en parler sur France Info. On retrouve votre enquête sur cette omerta autour de la réputation de Patrick Bruel qui était connue de tous, en tout cas dans ses sphères d'influence. On n'a jamais rien à gagner à parler. C'est ce qu'on va retenir aussi de ces témoignages. Merci infiniment Joseph Agostini, Audrey Boutard et Sophie Truchot d'y avoir participé à notre débat.